Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. On attendait le retour de la Ligue des Champions depuis longtemps. Eh bien, on n'a pas été déçus par les premiers matchs des huitièmes de finale. Le champion en titre, Liverpool, battu 1-0 par l'Atlético à Madrid. Et puis le PSG, toujours là où on ne l'attend pas. Défaite 2-1 contre le Borussia Dortmund. Thomas Tuchel semble être le grand perdant de la soirée, mais que retenir globalement de cette mauvaise performance des Parisiens ? Attention, rien n'est joué pour le match retour, évidemment, on va aussi en parler. Avec moi aujourd'hui, deux habitués de Big Five, Dan Perez et Arnaud Herman. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et puis, il y a un petit nouveau avec nous aujourd'hui. Après mes nombreuses tentatives, il a enfin accepté de venir nous voir. Bonjour Hugo Delon. Bonjour. Hugo qui est l'un de nos reporters spécialistes du PSG. Vous connaissez peut-être sa plume. Voilà, toutes les présentations sont faites. Vous avez le menu maintenant, on peut commencer. La semaine dernière, où vous avez présenté le Borussia Dortmund version 2020, une équipe très spectaculaire avec une attaque aussi efficace que sa défense est fragile. Autant vous dire qu'on n'avait pas vraiment vu venir le 2-1 entre Dortmund et Paris, mais je pense que nous n'étions pas les seuls. Moi, perso, j'avais pronostiqué 4-2 pour le PSG. Et ici, tout le monde était d'accord pour dire que la défense des Allemands n'allait pas résister longtemps face à la puissance offensive parisienne. Alors même si cette défaite n'est pas une énorme surprise, elle est quand même assez inattendue. Et la première chose qui venait à l'esprit hier, enfin mardi, pendant le match, c'est le manque de combativité, le manque d'intensité des Parisiens, comme s'ils étaient pétrifiés. Hugo et Arnaud, vous avez couvert le match à Dortmund pour l'équipe. Comment est-ce que vous avez senti les joueurs et le staff aussi avant le match ? Avant le match, il n'y avait pas de tension ou de peur, de crainte affichée par le groupe. En tout cas, c'est pas l'impression qu'il donnait. Même, j'allais dire au contraire. Il y avait dans le groupe, en tout cas entre eux, il y avait une forme de confiance à la veille ou à quelques heures de ce déplacement. Et dans la communication aussi de Thomas Tuchel, on n'a pas senti en conférence de presse qu'il y avait une crainte ou une peur qui se diffusait. Donc sur l'avant-match, je dirais qu'il y avait une forme de confiance. Donc qui laissait présager une prestation solide, au moins à Dortmund. Mais une confiance que vous diriez légitime ou une confiance un petit peu trop exagérée ? Qui était basée sur des constats simples, le résultat, une dynamique sportive indéniable. Après, on peut regretter le match nul à Amiens dans les conditions qu'on connaît, etc. Mais quand on fait le bilan du PSG 2020, il est assez exceptionnel sur le plan comptable. Ça, c'est indéniable. Donc cette confiance-là, elle était, entre guillemets, légitime, oui, clairement. À partir de quel moment vous avez commencé à vous dire au stade qu'on ne reconnaissait pas Paris, tout simplement ? Assez vite, en fait, déjà la composition, au moins le schéma tactique est surprenant. Après, il est toujours difficile de juger avant, mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas forcément que Tuchel passerait à une défense à 3, puisque c'est de ça dont on va parler. Donc ça, c'était la première interrogation. Après, il faut attendre de juger ce qui va se passer sous nos yeux. Et au final, on ne sait pas ce que Hugo en pense, mais après un petit quart d'heure, 20 minutes de jeu, on a vu quand même que en termes d'intensité, de créativité, même de jeu collectif, il y avait d'un côté une vraie équipe, Dortmund, et puis de l'autre, un agrégat d'individualité qui n'était en plus pas vraiment dans un grand soir. Alors peut-être pour les raisons liées au système tactique, mais très vite, on a quand même vu qu'il y avait un déséquilibre qui s'opérait et qu'il n'était pas en faveur du Paris Saint-Germain. Alors on va revenir sur la tactique dans un instant, mais juste après la rencontre, Thomas Tuchel regrettait que son équipe ait joué avec trop peur de faire une erreur. Est-ce que vous, c'est ce qui vous a marqué aussi globalement pendant le match ? Oui, et puis déjà, je pense que le signal qu'il envoie par sa compo, déjà, veut dire quelque chose. Tout de suite, il transforme. Si les joueurs étaient confiants parce qu'ils restaient sur une dynamique collective plutôt bonne, même si par-ci par-là, et vu le turnover en championnat, il y avait eu quelques accros, mais globalement, Paris pouvait se présenter en confiance, comme disait Hugo. Mais c'est vrai en installant cette compo-là, il envoie presque un signal négatif qui peut faire basculer l'état d'esprit. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui fait tout, mais je pense qu'il a une part de responsabilité, au moins dans le côté on a un peu peur, on va faire un peu plus gaffe. Oui, mais est-ce que déjà c'est aussi un signal négatif parce qu'il change donc de schéma, il décide de jouer en 3-4-3, alors que Paris, depuis 2 mois, en gros, joue en 4-4-2. Est-ce que ça, déjà, c'était en fait un risque de déstabilisation de ses joueurs? Il a expliqué ça en conférence de presse, son changement tactique. Il a expliqué que la première raison, c'était l'absence de rythme de ces éléments offensifs. Il considérait, à tort ou à raison, que ces éléments offensifs en 4-4-2 n'étaient pas en capacité de faire les efforts.
Et donc, avec ce système à 3, il protégeait davantage, notamment les côtés, etc. Donc ça, il l'a justifié. Après, ce que je trouve surprenant, fondamentalement, et je rejoins Dan, c'est-à-dire que on prépare un schéma pendant 3 mois, il est efficace globalement, même si c'est en Ligue 1, il est efficace. Et le jour du premier grand rendez-vous de la saison, il modifie son système en mettant en place un 3-4-3. Et c'est un système, et tous les techniciens, les observateurs se rejoignent, qui est extrêmement exigeant. Le système à 3 défenseurs centraux. C'est pas quelque chose qui s'invente. Alors on va me dire, oui, il a été testé l'an dernier. Thomas Tuchel et le PSG l'ont mis en place. On l'a vu encore à Dijon, où en seconde période, c'est pas un argument, Dijon, je pense. Il s'est trompé avec Dijon. Non, mais ils ont déjà travaillé ce système. Oui, on est d'accord, mais dire on a joué contre Dijon comme ça suffit pas. T'as raison. C'est pas, tu peux pas, t'es pas crédible quand tu dis ça aux yeux des supporters. Moi, j'ai discuté avec des amis ou des gens qui suivent le PSG et qui disent mais comment il peut dire on a joué comme ça contre Dijon? Mais Dijon, c'est quoi Dijon par rapport à Dortmund, par rapport à l'intensité? Oui, Arnaud, c'était une réponse à une question d'un journaliste qui disait d'un de nos confrères c'est maladroit. Parce que ça vaut pas le 3-5-2 de Laurent Blanc, c'est pas exactement pareil. Non. C'était un peu clairement. Il y a vraiment une différence entre le 3-5-2 de Laurent Blanc à City et le 3-4-3 de mardi soir, parce que ça avait été un système qui avait été tenté l'an dernier à plusieurs reprises et qui a été remis en selle de temps en temps, ponctuellement, ces dernières semaines. Est-ce que vous savez quand est-ce que les joueurs l'ont appris qu'ils allaient jouer en 3-4-3? Hier soir, au moment de la causerie, je pense. Alors, 17-18 heures, à mon avis. Lui a expliqué en conférence de presse, là je reprends ses propos, qu'avec son staff, ils avaient décidé entre dimanche et lundi de faire ça. Avec son staff, je pense, mais avec les joueurs plus tard. Très franchement, nous on n'a pas eu de retour précis, en tout cas entre samedi, dimanche, lundi, qu'il ait exposé son projet de jeu aux joueurs. Ah oui, c'est encore plus étonnant. Alors. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont même pas, genre sur les 3 derniers jours, travaillé spécifiquement sur des séances. Non. Ça c'est assez étonnant, surtout venant de sa part, non? Puisque c'est quand même, on a été habitué à ce qu'il prépare d'une. Ouais, mais alors après, c'était en retour en lendemain de Amiens. Bon, en lendemain d'Amiens. T'as une partie de ceux qui n'ont pas joué ou ceux qui ont été ménagés qui s'entraînent un peu, les autres sont en récupération, en soins. Le lendemain, c'était donc le lundi, départ pour Dortmund, donc ils se sont entraînés le soir au stade. On a vu un petit peu ce qui s'y tramait. Ils ont fait une séance, mais il n'y avait pas on pouvait pas, lors de cette opposition notamment, on pouvait pas se dire tiens, ils vont jouer à 3 derrière, voilà. Et donc après, t'es au lendemain, t'es oui, joué même le match. Éventuellement avant Amiens, il aurait pu commencer à instiller pour être totalement honnête par rapport à ça, il leur a expliqué comme ça ponctuellement qu'il y avait possibilité qu'il y avait une flexibilité tactique. Et il leur a pas dit on va jouer à 3, mais il leur a laissé entendre que c'était pas nécessairement le 4-4-2 qu'il allait mettre en place. Mais c'est entre dire ça et, comme le disait Arnaud à l'instant, mettre en place des séances pour préparer, c'est qu'il y a quand même une différence. Moi je suis extrêmement surpris, j'ai beaucoup de respect et pour le travail de Tuchel, et notamment sur le plan tactique, où c'est quelqu'un qui est extrêmement précis, etc. Mais je dois admettre qu'effectivement, sur le premier grand rendez-vous de la saison, mettre en place un schéma comme celui-ci, qui, je le répète, mais c'est important je pense, est extrêmement exigeant sur le plan tactique, et c'est voilà. C'était pas mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Moi je pense pas. Non, c'est certain. Je ne pense pas. En plus, je sais pas si on y reviendra, mais il y a 3 défenseurs centraux pour un attaquant de pointe. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, puisque, sauf si je me suis endormi pendant le match, il joue bien à 3 devant Dortmund. Est-ce que vous voyez beaucoup d'équipes jouer avec 3 centraux quand il y a un seul attaquant de pointe? En tout cas, ça dit quelque chose, c'est que ce système-là est exigeant, et avec le ballon, ça nécessite un peu de personnalité des défenseurs centraux qui prennent l'initiative, parce qu'il y avait une grosse supériorité justement avec le ballon des Parisiens, donc un 3 contre 1 sur la première ligne. Et vu que Tuchel est habitué dans ce genre de match à demander beaucoup de contrôle, il demande toujours à ses joueurs de ralentir le tempo, il le faisait déjà la saison dernière, c'est un peu son mantra pour essayer de calmer le rythme du match et d'éviter le fameux match de ping-pong. Il y avait un nombre de joueurs derrière le ballon beaucoup trop important. Les défenseurs prenaient très peu d'initiative. Les milieux venaient décrocher devant le bloc, et on se retrouvait parfois avec 5 joueurs derrière le ballon, 5 joueurs parisiens derrière le ballon, et donc un entrejeu complètement déserté. C'est ce qui a aussi donné cette impression d'un gros surnombre de Dortmund dans l'entrejeu. Donc c'est-à-dire à la fois le choix de jouer à 3 contre 1 derrière au départ des possessions, plus le choix d'une extrême prudence dans l'utilisation du ballon, a fait en fait que ça a créé une espèce de fausse sécurité qui a déserté l'entrejeu parisien, et donc qui a installé Dortmund une espèce de confort où il pouvait régulièrement enfermer Paris au milieu, et c'est une des raisons qui a fait que Dortmund a gagné la bataille du milieu.
Thomas Tuchel. Est-ce que c'est pas aussi son échec de ne pas avoir réussi à galvaniser ses joueurs ? Ah bah évidemment, parce que quand il rentre à la mi-temps avec ce 0-0 et la prestation de l'équipe, il peut très bien se dire, surtout lui qui était un adepte des changements tactiques en cours de match, il est même capable d'en faire plusieurs au cours du même match, 2, 3, parfois, oui, 3 je crois, peut-être pas 4 quand même, mais 3 au moins. Là, à la mi-temps, on peut se dire, il faut peut-être changer quelque chose, parce qu'on voyait quand même que ce qui se tramait n'était pas favorable au Paris Saint-Germain. 3 attaquants perdus devant un Mbappé qui veut pas jouer tout seul dans l'axe, qui se retrouve à jouer quasiment tous ses ballons dos au but. Franchement, on a bien vu que ça n'allait pas, que il y avait pas, c'était pas le soir où Paris allait vraiment secouer Dortmund, même s'il y a eu un peu de mieux en seconde période à un moment. Et très vite, Hugo m'a fait la remarque, m'a dit tiens, on est reparti comme en première période. Puisque là, pour le coup, en plus, c'était du côté où on était, nous, par rapport à la physionomie du terrain, on avait vraiment sous les yeux, en seconde période, les attaques de Dortmund sur le but de Navas. Et effectivement, très vite, on s'est retrouvé encore avec pas une attaque-défense, mais pas loin, avec Dortmund qui dominait, qui arrivait facilement à jouer dans le camp et à créer des problèmes à la défense parisienne. Et un seul changement, au final, c'est la sortie de Di Maria à un quart d'heure de la fin, remplacé par Sarabia. Moi, je dirais que son plus grand échec mardi soir, c'est le fait de ne pas avoir su inverser cette notion de peur. En conférence de presse, il nous explique que ces joueurs ont eu peur, ont eu des craintes. Comme s'il était spectateur de ça. Mais en fait, c'est peur. C'est la peur de quoi ? C'est la peur de mal jouer. C'est la peur de. Je pense que c'est la peur des fantômes, quoi. C'est-à-dire qu'ils se revoient. Ouais, je pense qu'il y a une forme de paralysie par rapport à l'enjeu immédiat des huitièmes de finale, qui est conscient ou inconscient. Ça, faudrait parler à des psychologues. Mais moi, ce que je regrette, c'est que cette peur-là, il l'a identifiée rapidement. Si nous on l'a identifiée, lui, en tant que manager, il l'a identifiée bien plus vite que nous. Et moi, ce que je regrette, et au-delà de l'aspect tactique, où il aurait pu, comme le disait Arnaud à l'instant, avoir une influence plus importante. Moi, ce que je regrette, c'est qu'à la mi-temps, par des mots simples, ou peut-être des mots durs, je ne sais pas, enfin, il y a des méthodologies claires, il n'arrive pas à dissiper cette peur. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que s'il a dit quelque chose, ça s'est pas vu au retour sur le terrain. Oui. On a vu la même crainte dans leur façon de jouer. Ouais, dans leur façon de jouer. Donc il n'y a pas eu d'effet. C'est ça qui est regrettable. Au-delà de l'aspect tactique, je pense que c'est ça le plus grand échec de Tuchel hier soir. Et puis effectivement, alors sur le coaching, c'est minimaliste et ça a peu d'influence. Il est resté sur son plan de départ, sur le plan du schéma, de l'animation. Et malheureusement, Sarabia, qui est pourtant un excellent entrant d'ordinaire, qui a une capacité rare, d'ailleurs le Tuchel le souligne régulièrement, à rentrer bien dans les matchs et à apporter quelque chose, notamment dans les 30 derniers mètres où il est extrêmement efficace par la passe, par le but. Il n'a jamais réussi à apporter quelque chose de nouveau. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, je repars un peu en arrière. Tu parlais de peur des fantômes. Je voulais pas qu'on tombe dans le cliché, donc je voulais pas parler tout de suite de ces 2 éliminations cruelles de Paris en 8e, donc contre Manchester l'année dernière et contre Barcelone il y a 3 ans. Mais on peut vraiment parler de traumatisme ? Oui, c'est certain. Même Tuchel l'a dit lundi en conférence de presse de veille de match à Dortmund. Je crois que c'est notre sympathique collègue José Barroso qui lui a dit mais comment on peut aider les joueurs ? Comment on peut faire ? Il lui a même dit mais vous n'êtes pas adepte de prendre une aide extérieure, un psychologue, un peu ce que laissait entendre Hugo il y a quelques instants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut faire pour justement un peu gommer ces échecs ? Alors il y en a un, c'est pour lui. Le premier, la remontada, c'est pas pour lui, mais n'empêche qu'il a des joueurs qui ont vécu les deux. Et là, il a eu un discours brumeux, il nous a parlé je crois que c'est là qu'il a dit oui, bon, c'est du foot. Il y a des gens qui font des métiers plus compliqués, comme les médecins. Après, il est parti pour dire que chaque saison avait son histoire, qu'il fallait se servir de ce qui s'était passé. C'est pas. Il a pas de discours clair. Là-dessus, c'était pas très. En tous les cas, il a validé le fait qu'il y avait autour de l'équipe quand même. Je trouve, à ce moment-là, Hugo n'était pas avec nous à ce moment-là, mais voilà, j'ai le sentiment qu'il a validé un peu qu'il y avait effectivement, si ce n'est ces fantômes, un traumatisme, quelque chose qui restait de ces années passées. Et est-ce que c'est pas aussi un petit peu la responsabilité de Leonardo, le directeur sportif ? D'arriver à éradiquer tout ça, parce qu'on se souvient de sa sortie après le match contre Lyon sur la négativité qui entoure mais tu décrètes pas d'éradiquer la peur, ça se fait aussi par les matchs. Ça se s'ils se qualifient au retour dans 3 semaines, parce qu'ils n'ont pas non plus hypothéqué toutes leurs chances, s'ils se qualifient au retour, peut-être que ça va enclencher quelque chose de nouveau sur le plan psychologique. C'est assez difficile de décréter. Tu parlais de Leonardo, de venir et tenir un discours qui va faire en sorte que les joueurs n'aient plus peur ou ne pensent plus du tout. Forcément, ils y pensent. Puisque la plupart ont vécu
ont vécu ces deux traumatismes, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais en tout cas ces deux échecs assez conséquents. Tu as besoin de matchs, tu as besoin de situations, de te retrouver dans la même situation, de huitième de finale, de match justement, de se élimination. retrouver dans ces mêmes situations, ça les bloque. Vu que ça fait 3 ans d'affilée que ça ne passe plus. En tout cas, je pense, moi, pardon pour revenir là-dessus, il y avait une forme de confiance qui s'était installée dans l'équipe autour d'un certain plan de jeu, d'une certaine animation. Et on aurait pu s'appuyer, on aurait pu faire en sorte que, dans le club, ou en tout cas dans le staff, que les joueurs s'appuient sur cette confiance-là, puisqu'ils avaient déjà, c'était une sorte de base de confiance qui parfois peut permettre d'oublier d'autres pensées un peu plus négatives. Et même ça, on leur a enlevé. Donc, je me demande si ça a pas favorisé ce côté un peu tremblote chez eux. Leonardo, je vois pas très bien ce qu'il aurait pu faire de plus que ce qu'il a fait sur Canal, son monologue de 10 minutes. Je pense que c'était aussi à destination de ses joueurs qui faisaient ça. Surtout, genre, vous inquiétez pas, on est la meilleure équipe du monde, on a les meilleurs joueurs, ne paniquez pas. Je rejoins Dan, je crois que ça ne décrète pas la chasse de la peur. Moi. Je ne sais pas comment on peut ne plus avoir peur face à un rendez-vous, si ce n'est à un moment donné y arriver. Oui, non, mais je pose la question parce qu'il va bien falloir trouver la solution. Non, mais en l'occurrence, là, en l'occurrence, la défaite d'hier soir n'hypothèque pas leur chance de qualification. Ils ont encore une chance sur deux. Voilà, une chance sur deux, c'est pas non plus incroyable. Et très franchement, on peut imaginer qu'au Parc des Princes, face à Dortmund, ce Dortmund-là qui a été très bon hier, malgré tout, qui n'est pas non plus une incroyable équipe européenne, et avec un Neymar avec 4 kilos de moins et un peu de rythme, franchement, ça peut assez facilement le faire. Facilement, je sais pas, en tout cas, c'est pas le bon terme, en tout cas, ça peut le faire. Tu parlais de Dortmund qui, n'est pas la meilleure équipe européenne, mais qui a quand même très bien joué hier, et ils ont notamment réussi à museler Neymar, je pense, qui s'est retrouvé bien seul, et notamment Dan, ils ont réussi à couper ses trajectoires de passe entre les connexions. Oui. Disons qu'ils se sont attelés, ils ont fait plutôt un match d'attente défensivement, c'est-à-dire qu'ils sont allés presser assez rarement haut, avec donc un match d'attente avec l'objectif de surtout être compact à l'intérieur du jeu, de fermer l'axe, et la fameuse connexion Verratti-Neymar qui aboutit après sur Mbappé qu'on voit régulièrement au PSG. Voilà, c'était un de leurs objectifs. D'accord, le PSG aime bien trouver Neymar et aussi Di Maria derrière les milieux adverses systématiquement, dans une espèce d'espace intermédiaire comme ça, ni dans le couloir, ni complètement dans l'axe. Et Dortmund s'est attelé à... Sans aller chasser les centraux, s'est attelé à fermer des espaces intérieurs. Même les deux ailiers, Sancho et Hazard, sont venus vers l'intérieur. On voyait très très bien, on les voyait regarder systématiquement derrière eux. On voyait qu'ils se concentraient sur le fait de se mettre sur les lignes de passe, de fermer l'intérieur. Et quand Neymar était touché, il y avait systématiquement Piszczek qui sortait sur lui pour l'empêcher de se retourner, et Witsel et un ailier qui venaient refermer. Donc Neymar a rarement trouvé des situations faciles à exploiter. Il n'a jamais reçu les ballons dans des situations faciles. Le but pour Dortmund était de le faire même décrocher. Il a fini par souvent décrocher complètement face au bloc. Et là, pour Dortmund, le risque était minimisé. Donc sur ce plan-là, ils ont parfaitement préparé leur rencontre et ils ont parfaitement réussi leur coup. Les deux moteurs de l'animation offensive parisienne ont été muselés. Dan parlait de Neymar avec les montées de Piszczek, et de l'autre côté, c'était la même chose avec Di Maria, exactement le même système, exactement le Gadou qui sortait. Situation d'attente, comme le disait Dan à l'instant, jusqu'à un certain point, ou avec prise de balle à l'intérieur. Et quand il y avait des prises de balle à l'intérieur de Neymar et Di Maria, c'était ou Piszczek qui montait d'un côté et ou Zagadou de l'autre. Avec la puissance de Zagadou face à Di Maria, il a fait la différence, même malgré le fait qu'il a loupé un certain nombre de relances. Et Piszczek, qui s'est redécouvert une jeunesse. Franchement, c'est le brassard qui le galvanise. Ah non, mais franchement, c'était extrêmement impressionnant depuis le terrain, depuis le stade. Bien vraiment. sûr. Et Piszczek qui a quoi, 34 ans. 34 ans, ouais. Et Emre Can qui a fait une première partie de saison quasi blanche avec la Juventus, donc il n'était pas en super condition physique, mais Favre a fait en sorte qu'il défende sur des distances courtes. D'accord, et c'est toujours plus facile que de cavaler, comme on a pu voir Verratti Gay qui ont dû couvrir un espace très très large. Donc ça a aussi favorisé leur bonne manière de défendre. Et j'ajoute que le fait qu'Mbappé soit fixé en pointe et qu'il ne puisse pas, comme dans le 4-4-2, se déporter un peu à gauche, venir un peu dans la zone près de Neymar, ça aurait pu créer du trouble dans la défense de Dortmund, parce que là, il y aurait eu un joueur en plus à gérer dans cette zone-là, et ça aurait pu créer une certaine délicatesse, ou en tout cas du trouble. Et
dans ce système de jeu, dans le système choisi par Tuchel, Mbappé n'a pas pu le faire. Donc ça a convenu parfaitement à Dortmund. Et du coup, les défenseurs lui balançaient des longs ballons aériens. C'est sûr. Ce qui nous a montré d'ailleurs qu'il a encore pas mal de progrès à faire dans les duels. Non, mais c'est une histoire de profil aussi. Face au bloc bas, Mbappé, c'est pas un Drogba, quoi. C'est pas un scoop de le dire. Il a des difficultés. C'est pas un poste où neuf tout seul, c'est pas un poste où il est habitué à jouer. Et surtout, il n'a pas les qualités de haut but pour être à l'aise dans cette situation-là. Et puis on se rend compte que voilà, neuf tout seul, c'est quasiment compliqué. pas une remise. Et puis il n'avait pas d'espace, quoi. C'est face à des blocs bas, il n'a pas d'espace. Donc un Mbappé sans espace, c'est un Mbappé amoindri, clairement. L'un des problèmes globaux du PSG aussi hier, c'était leurs conditions physiques. Ce qui est étonnant, Hugo tout à l'heure parlait de la justification de Tuchel de son système sur le côté mes joueurs n'étaient pas forcément tous en bonne condition physique. Pourtant, ils ont bien fini. Pourtant, mais on a vu surtout, et ce qui m'a étonné dans son choix, il a calqué en gros son 3-4-3 sur celui de Favre, et les joueurs sont allés presser régulièrement en 1 contre 1, plusieurs fois très haut sur le terrain. Et donc ça demande une exigence physique conséquente. Et d'ailleurs, ils ont rarement, à part en début de match où ils ont gratté 1 ou 2 ballons, mais ils ont rarement réussi, ils sont rarement arrivés les premiers sur les ballons. Mais alors, c'est la question que je me pose sur le plan de Tuchel, c'est que d'un côté, il dit mes joueurs n'étaient pas tous au point physiquement, et on peut l'entendre, on l'a dit, on le sait que depuis quelques semaines, il y a plusieurs des cadres qui n'ont pas beaucoup joué. Et en même temps, il y a eu de nombreuses séquences où Paris est allé presser de manière très agressive en 1 contre 1. Donc, c'est-à-dire que c'est une dépense énergétique assez forte. Donc, je ne comprends pas ce contraste-là entre ces 2 constats. Mais moi, j'ai pas trouvé qu'ils étaient si amoindris physiquement. Évidemment, Neymar n'avait pas de jambes, ou pas beaucoup, pas assez pour faire des différences hier face à un marquage resserré. Neymar, Kimpembe, Thiago Silva. Mais j'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé. Ils n'ont pas fait un bon match, c'est certain, mais j'ai pas trouvé que sur la fin de match, c'est Paris encore une tête à la fin pour marquer sur corner. J'ai pas trouvé qu'ils étaient si en deçà que ça physiquement Dortmund. Alors évidemment dans l'impact, oui, parce qu'il y a plus de petits gabarits au Paris Saint-Germain qu'à Dortmund. Alors c'est sûr que Gay et Verratti au milieu ont pris quelques autobus. C'est évident qu'Haaland a mis Caput, pour parler allemand, Silva, voire Kimpembe et Marquinhos 2-3 fois. Ok, mais j'ai pas senti que les mecs tiraient la langue particulièrement parce qu'ils étaient cuits une demi-heure avant la fin du match. Non, le vrai déficit athlétique, il était lié à Neymar, et ça c'est clair, ça s'est vu extrêmement sur rapidement. Neymar, oui. Et très franchement, quand on connaît la qualité exceptionnelle technique dans son jeu de passe de Neymar, et qui est sur, je les ai pas comptés, mais sur 4-5 fois, sur des ouvertures, il se rate, il est en grande difficulté. C'est un joueur comme ça, avec un talent pareil sur le plan technique, sur le plan de la transmission, c'est pas possible. Moi, je crois pas à la thèse du soir où il était en difficulté. C'est que athlétiquement, il pouvait pas répondre à ça. Et c'est ce qu'il a dit lui-même après le match. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Où il a une façon aussi de se dédouaner. Oui, alors c'est une façon de se dédouaner, mais en gros, il a critiqué la gestion de sa blessure en disant qu'il aurait bien aimé jouer à Amiens samedi, et que c'est le staff et Thomas Tuchel qui ont refusé. Clairement. Staff médical, il dit. Oui, staff médical. Alors, clairement, on l'avait écrit dans l'équipe il y a 3 jours maintenant, il se posait beaucoup de questions, il critiquait en privé le choix de ne pas le faire, de ne pas rentrer, au moins à Amiens. Lui, je ne connais pas précisément son opinion sur les matchs d'avant, mais clairement, il voulait jouer ce match à Amiens. C'est des joueurs de haut niveau, ils connaissent parfaitement leur corps. Ils savent comment ils vont réagir. Donc, il savait, je pense, qu'il était en déficit athlétique. Et donc, qu'il avait ce besoin de jouer 45, 1 heure, pour être en capacité ensuite en Ligue des Champions, face à des matchs extrêmement intenses, de pouvoir être performant, quoi. Donc, voilà, il y a eu des erreurs dans la gestion, clairement, sur les derniers jours de Neymar. Moi, pareil, je suis pas totalement d'accord sur cette histoire. D'ailleurs, évidemment, après coup, on a bien vu qu'il n'était pas dans le coup, ce brave Neymar, et qu'il avait manqué de rythme. Mais imaginons un seul instant qu'il revient contre Amiens, que pour X ou Y raison, il se reblesse. Donc, il y a une surprécaution qui a été prise autour de lui, qui est excessive, vraisemblablement. Et le match d'hier nous l'a confirmé ou nous l'a prouvé. Mais à côté de ça, ce sont de tels enjeux pour le club. Bon, et du coup, comment ils vont devoir gérer d'ici... Prier, beaucoup. Non, mais il reste 3 semaines avant le match retour. Donc, il y a les Meunier et Verratti qui seront suspendus, qui arrivent. Et il y a aussi tous les retours de blessures à gérer. Donc, voilà, donc ils ont 3 semaines. On peut penser que ceux, s'ils ont un peu de chance, qui sont revenus et qu'on a jugé pas totalement au top,
bah là, ils ont 3 semaines pour se remettre d'aplomb physiquement, s'il n'y a pas de pépins d'ici là. Et on pense essentiellement à Neymar, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, puis Bernat également, qui était en tribune hier. Donc on peut imaginer que ce laps de temps assez long entre les deux matchs peut être bénéfique pour le Paris Saint-Germain. À côté de ça, il ne faut pas non plus qu'à côté il y ait des rechutes ou des nouveaux blessés, parce que au bout d'un moment, ils s'en sortiront pas. Bon, et est-ce que ce laps de temps un peu long va être bénéfique aussi pour la réflexion de Thomas Tuchel et l'équipe, ou du moins le schéma qu'il pourrait avoir envie d'aligner au parc. Enfin, ou du moins, faudra marquer donc. Oui, non, mais il faudra marquer. Mais Dortmund est dans une situation plutôt, alors je dirais pas confortable, mais au moins le match, la physionomie du match va être claire a priori, c'est-à-dire que Paris devra marquer et Dortmund pourra encore une fois et encore plus que mardi soir faire un match d'attente et essayer de planter le PSG en contre. Maintenant, je pense pas que Tuchel reconduira. Alors, s'il reconduit ce système, il ne reconduira pas cette animation et en tout cas il ne demandera pas à ses joueurs d'être aussi prudents, notamment à sa ligne arrière. Mais on peut imaginer quand même qu'il ne reconduira pas ce système-là, ce serait étonnant. Ah, je suis d'accord avec toi. S'il est cohérent par rapport à ce qu'il a dit hier soir en conférence de presse et sur le fait qu'il justifiait le 3-4-3 par le manque de rythme de ses joueurs, si dans 3 semaines ses joueurs sont en rythme, il va mettre le 4-4-2. Ou alors je ne comprends pas son raisonnement. Mais s'il suit son raisonnement, en tout cas le raisonnement qu'il présente publiquement, il va remettre un schéma offensif avec les 4 fantastiques. Il doit mettre ses atouts dans les meilleures dispositions, donner à Mbappé de quoi s'exprimer un peu mieux, le connecter avec Neymar, et puis voilà, garder un point d'appui à côté d'Mbappé pour qu'il n'ait pas à batailler avec 2 ou 3 centraux pendant tout le match et voir des ballons qui lui passent au-dessus de la tête. C'est difficile de l'imaginer représenter cette compo d'équipe et cette animation au retour. Même si le retour c'est loin. La grande Sauf s'il veut s'en aller à la fin de la saison. Ah, ça c'est un autre débat, effectivement. La grande difficulté, c'est aujourd'hui qui va remplacer Verratti. Je crois qu'on ne mesure pas assez à quel point il est essentiel dans le schéma de Tuchel. C'est le milieu le plus créatif et de très loin de ce groupe. La lampe de lancement. Il a fait le travail au moins pour 2 mardi déjà. Il fait souvent le travail pour 2. C'est la rampe de lancement offensivement. Voilà. Et c'est un garçon qui ne résiste à la pression. Je parle pas de la pression du match, je parle de la pression des adversaires. Il va être créatif face à une pression le harcèlement d'un adversaire, ce qui n'est pas Gay sous pression, déjà que techniquement je le trouve pas extrêmement fiable, pour reprendre la terminologie de Thomas Tuchel, mais pour le coup quand il est sous pression, il est extrêmement peu créatif. Donc sans Verratti, ça va poser un vrai problème. Est-ce qu'on peut imaginer un retour de Paredes en grâce le seul qui a ce profil-là dans l'effectif, voilà, qui résiste à cette pression dont on parlait à l'instant, c'est Paredes. Faudrait-il qu'il soit de nouveau dans le groupe. Mais moi, je le trouve intéressant, ce joueur. Je sais qu'il a pas beaucoup de fans parmi les supporters parisiens, mais je trouve que en poste pour poste, ça serait intéressant de le voir. Eh bien, on verra tout ça pour le match retour. Donc, ce sera le mercredi 11 mars au Parc des Princes. Merci beaucoup, messieurs, Dan Pérez, merci Hugo Delon et Arnaud. Merci à vous. Herman. Tu remercies tout le monde, parce que moi, tu me vois pas quand même. Si, je ne me permettrai pas de te tutoyer. Merci comme toujours à Roland Richard. Chers auditeurs, j'espère que vous vous régalez autant que nous avec le retour de la Ligue des Champions. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.